Ils ont combattu l'État islamique pendant plus d'une dizaine d'années en Syrie et en Irak, ont été soutenus par le camp occidental, portés en héros dans les médias, et sont parvenus à créer une région autonome dans le nord-est syrien. Mais début 2026, les Kurdes ont été repoussés de toutes parts par la nouvelle armée syrienne, ont perdu des pans entiers de territoire et leur rêve d'autonomie ou d'indépendance semble s'envoler. Dans cette vidéo, on va voir ce qui se passe en Syrie avec les Kurdes en ce début d'année 2026, parce que c'est relativement passé inaperçu dans cette actu internationale, rythmée par les événements au Venezuela, au Groenland ou en Iran. Alors les Kurdes, c'est un peuple de 40 à 50 millions de personnes, sans État, dont la zone de peuplement s'étend principalement sur la Turquie, l'Iran, l'Irak et un peu la Syrie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la Syrie, mais j'avais fait une vidéo traitant du peuple kurde dans son intégralité, et je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Alors je vais vous refaire un peu tout l'historique de la situation kurde en Syrie, mais s'il n'y a que les événements récents qui vous intéressent, vous pouvez aller directement à ce timecode qui s'affiche. Mais si vous avez besoin d'une remise en contexte, vous pouvez rester là, on en parle juste après vous avoir parlé du sponsor de la vidéo. Et aujourd'hui, c'est Saily qui soutient la chaîne. Saily, c'est une application qui vous permet d'avoir de la connexion internet dans plus de 200 pays à des tarifs parmi les plus avantageux. Concrètement, vous allez obtenir une eSIM, donc une carte SIM dématérialisée, à installer en quelques clics depuis l'application mobile pour pouvoir continuer d'utiliser votre téléphone normalement quand vous êtes en voyage. Une fois l'application installée, vous avez juste à aller voir les abonnements dispo. Par exemple, ici, je clique sur « Ajouter des données » et je choisis ma localisation. Si je voyage aux États-Unis, on va me proposer différents forfaits, 1 Go, 3 Go, 5, etc. Je sélectionne celui qui m'intéresse et je n'ai plus qu'à confirmer. C'est super simple, super rapide. Et si vous avez peur de ne pas prendre assez de gigas, sachez que vous serez prévenu quand vous aurez utilisé 80% de vos données, donc vous n'aurez qu'à recharger à ce moment-là, toujours aussi simplement. Ou alors, vous pouvez même activer le rechargement automatique, c'est super pratique aussi. Et sur la page de paiement, vous avez peut-être remarqué le bouton pour ajouter un code de réduction. Eh bien, j'ai un code pour vous, 15% de réduction sur votre forfait avec le code CARTE15. Bref, Saily, c'est une application à avoir sur son téléphone parce qu'elle vous sera bien pratique quand vous partirez en voyage à l'étranger. Et je le précise rapidement comme ça, mais l'appli intègre aussi un bloqueur de pub, de sites malveillants et un chiffrement de vos données. C'est en fait la même boîte qui fait NordVPN, donc ils ont aussi intégré un volet sécurité et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à tester Saily. Et bien sûr, vous le savez, ça permet aussi de soutenir le travail que je fournis sur la chaîne. Et maintenant, on peut revenir à l'historique des Kurdes en Syrie. Alors en Syrie, suite au printemps arabe de 2011, une guerre civile éclate et de nombreuses factions combattent les unes contre les autres. Les Kurdes font partie de l'équation et vont notamment beaucoup combattre l'État islamique dans la seconde partie des années 2010 avec l'appui des Occidentaux et notamment des Américains. Ils réussissent à repousser l'organisation terroriste et s'emparent d'une bonne partie du nord et de l'est du territoire syrien, vous le voyez sur la carte. Et cette région prend le nom de Rojava. Mais le truc, c'est que le Rojava s'étend bien au-delà des zones de peuplement kurde. Des populations arabes y vivent également, et par conséquent, des milices arabes vont se former et s'allier aux forces kurdes. À partir de 2015, cette force multiethnique prend le nom de Force démocratique syrienne, les FDS, dominée par des Kurdes, mais qui comprennent donc également des milices arabes. Les FDS, ce sont donc les combattants, la branche armée, mais en parallèle, en 2013, il y a toute une administration qui est mise en place par le Parti de l'Union démocratique, le PYD. C'est un parti politique kurde créé en 2003 par des membres syriens du PKK. Et de 2013 à 2025, c'est lui qui va administrer les régions syriennes qui passent peu à peu sous son contrôle. Mais les Kurdes ne représentent que 30 à 40% de la population du Rojava, et les autres groupes sociaux, essentiellement arabes, n'ont jamais vraiment accepté la domination kurde. Notamment, un rapport d'Amnesty International publié fin 2015 pointait déjà du doigt le déplacement forcé de populations arabes ou la destruction partielle ou totale de villages perpétrés par les autorités kurdes. Alors les raisons avancées par les Kurdes pour justifier ces actions, c'était le soutien à l'État islamique ou d'autres groupes armés des populations locales. Et vous voyez sur la carte les zones où des déplacements ou destructions ont été constatés à l'époque par Amnesty International. Ce sont essentiellement des villages dans les environs des villes de Soulouk, Tel Abyad, Tel Tamer et Tel Amiz. Alors je précise tout ça pour que vous ayez bien en tête que dans le Rojava, on n'a pas une unité inébranlable. Il y a plusieurs peuples qui cohabitent et qui ne sont pas d'accord entre eux. En fait, les populations arabes toléraient les Kurdes pour principalement 3 raisons. Pour beaucoup, la domination kurde était toujours mieux que la domination de l'État islamique et surtout du régime de Bachar al-Assad.
Ensuite, ils n'avaient pas vraiment le choix, tout simplement, car les Kurdes dominaient sur le plan militaire. Et enfin, il y avait une pression américaine pour maintenir cette unité face à l'État islamique, voire face au régime de Bachar al-Assad. Régime de Bachar al-Assad qui, lui, était soutenu par la Russie et l'Iran. Mais tout ça était très fragile, ça tenait parce que tout le monde avait intérêt à coopérer. Mais à la fin, ça a quand même fonctionné, puisque l'État islamique a perdu ses territoires peu à peu et est devenu un mouvement essentiellement de guérilla à partir environ de 2019. Donc à ce moment-là, pour simplifier, il reste 5 acteurs en Syrie. L'État syrien de Al-Assad, le Rojava des Kurdes, des bandes de terre contrôlées par des forces non conventionnelles affiliées à la Turquie dans le nord, une poche de révolutionnaires / djihadistes à Idlib, et on l'a dit, l'État islamique qui n'a plus vraiment de territoire et qui est sur un mode de guérilla. Et pendant toute la première partie de la guerre, en gros durant les années 2010, les Kurdes et le régime de Bachar al-Assad se sont tolérés car ils combattaient un ennemi commun, l'État islamique. Puis lorsque l'État islamique a perdu en force au tournant des années 2020, les Kurdes et Al-Assad ont changé d'ennemi commun. Désormais, c'était la Turquie. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais le PYD kurde est une émanation du PKK kurde en Turquie, contre lequel l'État turc lutte depuis des décennies. Donc la Turquie a pénétré le territoire syrien, ce sont les bandes de terre que vous voyez au nord, en partie pour empêcher les Kurdes syriens de passer la frontière et se réfugier, se ravitailler, s'entraîner auprès du PKK en Turquie, et aussi un peu pour couper le territoire kurde syrien en deux. Donc en gros, pour la Turquie, le PYD kurde, c'est un ennemi, et inversement. Et pour le régime de Bachar al-Assad, pareil, la Turquie a envahi une partie de son territoire, tout simplement. Il ne l'a jamais accepté. Donc la présence de l'État islamique, puis de la Turquie, a permis au Rojava d'exister, puisque le régime de Bachar al-Assad l'a un peu laissé tranquille. L'équilibre des forces militaires a joué en faveur des Kurdes. Mais tout change fin 2024. À ce moment-là, les forces combattantes de la poche d'Idlib lancent une grande offensive vers le sud et font tomber le régime de Bachar al-Assad. Et ça, forcément, ça a énormément de répercussions. Alors j'ai fait une vidéo pour parler des conséquences régionales, notamment pour la Turquie, l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Je vous invite à aller la voir. Et j'avais pas vraiment parlé des Kurdes dans cette vidéo, d'où celle-ci. Alors ces forces combattantes, elles sont menées par Abu Mohamed al-Joulani, ce qui est en réalité le nom de guerre de Ahmed al-Shara. Les forces de Al-Shara sont soutenues par la Turquie, ce qui fait que lorsque Al-Shara est devenu maître de la Syrie, ça a sacrément réduit le nombre de belligérants dans le conflit, puisqu'on a maintenant Al-Shara avec son partenaire turc au nord, le PYD kurde dans les nord et nord-est, et les résidus de l'État islamique, mais qui ne jouent plus qu'un rôle très mineur. En fait, concrètement, on n'a plus que Al-Shara / la Turquie face aux Kurdes. Et le problème, c'est que là, les Kurdes perdent cet équilibre issu du rapport de force militaire qui leur permettait de rester en place. Et il y a plusieurs éléments qui viennent leur mettre la pression. Déjà, Al-Shara ne souhaite pas faire de la Syrie un État fédéral. Et ce n'est même pas un démocrate, c'est un ancien djihadiste. Ce qu'il veut, c'est une Syrie unie sous sa coupe. Ensuite, on a toujours les Turcs qui sont là et qui ne veulent pas voir se créer un pseudo-État ou une région autonome kurde à leurs frontières, sachant les liens entre les Kurdes syriens et le PKK. Et enfin, point très important, on a vu durant l'année 2025 Al-Shara être reçu par plusieurs États occidentaux historiquement alliés des Kurdes, notamment les États-Unis ou la France. Donc les Kurdes voient bien qu'ils perdent aussi du soutien à l'international. Du coup, logiquement, début 2025, des escarmouches ont lieu entre les forces kurdes et celles d'Al-Shara. Alors, des négociations ont quand même lieu et elles débouchent sur un accord au mois de mars. Alors cet accord prévoit déjà un cessez-le-feu, la reconnaissance de la communauté kurde et un accès à la citoyenneté à tous les Kurdes. Oui, parce que tous ne l'ont pas. En fait, en 1962, une loi avait enlevé la nationalité syrienne à des centaines de milliers de Kurdes syriens. Et surtout, dans cet accord, il est prévu l'intégration des institutions civiles et militaires kurdes à l'administration syrienne. Sauf que là se posent plusieurs problèmes. Le premier, c'est que cette intégration des institutions kurdes à l'administration syrienne, ça veut dire fondre le Rojava dans l'État syrien, et donc la fin de l'autonomie kurde et du rêve du Rojava. Et ça, les représentants kurdes n'en veulent pas. Et l'autre problème, c'est quel crédit les Kurdes peuvent donner à Al-Shara. Je le rappelle, Al-Shara, il est passé par Al-Qaïda, il a combattu dans des groupes djihadistes, et une fois arrivé au pouvoir, on ne peut pas dire qu'il ait magnifiquement bien géré les relations entre les groupes armés qu'il soutiennent et les autres minorités syriennes. Et là, je fais référence aux tueries qui ont visé les populations alaouites dans l'ouest ou les druzes dans le sud. Donc malgré la signature de cet accord en mars 2025, ces différents points ne sont pas mis en place au cours de l'année, et Al-Shara, avec l'appui de la Turquie, lance un ultimatum aux Kurdes en leur disant qu'ils ont jusqu'au 31 décembre pour se conformer aux points de l'accord. Mais ça n'a rien changé. Et c'est là qu'on arrive aux événements de cette année. Fin décembre, début janvier, Al-Shara teste la relation entre les Kurdes et les Occidentaux en lançant des petites offensives contre des quartiers kurdes dans le nord d'Alep.
Puis il accentue encore la pression à partir du 6 janvier en lançant une offensive de plus grande ampleur. Et le 10, les Kurdes abandonnent leur position dans la ville et ses alentours. Là, un des buts, c'est de voir comment réagissent les Occidentaux, s'ils viennent au secours des Kurdes ou non. Et étant donné qu'il n'y a pas tant de réaction, il se dit qu'il peut aller plus loin. Et 3 jours plus tard, l'armée syrienne lance une offensive à l'est d'Alep. Les villes de Der Hafer et Maskana, aux mains des Kurdes depuis un an, tombent aux mains de l'armée syrienne. Puis elle continue son avancée et prend Tabqa, Raqqa, atteint Deir ez-Zor plus au sud, et de là continue son offensive au cœur du territoire kurde, remonte vers Al-Shaddadi et arrive aux portes d'Assaké. Et pareil concernant la poche de Kobané au nord. L'armée parvient à entourer la zone très vite également. Et tout ça se passe en gros entre le 13 et le 20 janvier, c'est très rapide. Et donc là, on peut se dire que les Kurdes se font complètement défaire sur le plan militaire. Mais en fait, pas vraiment. Car tous ces territoires ont été pris pour la plupart presque sans combat. En fait, les Kurdes ont abandonné toutes ces zones. Et c'est simple à comprendre. Déjà, le terrain est extrêmement difficile à défendre. Ce sont des plaines sur lesquelles on progresse très vite. À part l'Euphrate, il n'y a pas d'obstacle majeur, pas de forêt, pas de relief, pas de marécage, c'est tout droit. Ensuite, vous vous rappelez, je vous disais que les Kurdes contrôlaient des zones à majorité arabe et que parmi les FDS, il y avait des milices arabes. Eh bien, la plupart de ces milices ont lâché les FDS et se sont rangées du côté de Al-Shara. Et ce sont d'ailleurs ces milices qui ont pris la majeure partie des territoires à l'est de l'Euphrate, pas l'armée syrienne. Et pareil concernant les populations arabes, la majorité soutient Al-Shara et accueille favorablement la reprise des villages par l'armée. Donc les Kurdes se sont tout simplement repliés vers leurs bastions, mieux défendus, et où ils peuvent trouver un soutien parmi la population. Alors dans tout ça, les États-Unis ont tenté de lancer des négociations. Le 17 janvier, une réunion s'est tenue à Erbil, en Irak, entre Américains et Kurdes. Apparemment, c'était très tendu, les Kurdes reprochent aux Américains de les avoir lâchés, et les Américains accusent les Kurdes de ne pas mettre en place les accords de mars 2025 et donc de ne pas intégrer la nouvelle administration syrienne. Tom Barak, l'envoyé spécial américain en Syrie, aurait déclaré « Vous voulez toujours traiter la situation comme si Bachar al-Assad dirigeait la Syrie, mais il y a un changement fondamental. Damas est aujourd'hui notre partenaire. » Alors malgré tout, un deuxième accord est trouvé le 18 janvier, qui reprend globalement les termes de celui de mars 2025, et le 20 janvier, un cessez-le-feu est signé. Al-Shara donne 4 jours aux Kurdes pour, encore une fois, mettre en place un processus d'intégration à l'administration syrienne. Et le 24 janvier, ce cessez-le-feu est prolongé de 15 jours, notamment pour permettre le transfert des prisonniers djihadistes. Et je fais une petite parenthèse sur le sujet des prisonniers parce que c'est important. En fait, les FDS contrôlaient un certain nombre de prisons ou camps de prisonniers dans lesquels étaient entre autres détenus des djihadistes de l'État islamique et leurs familles. Vous voyez sur la carte les prisons et les camps, les plus importants étant ceux de Al-Shaddadi, une prison, et Al-Hol, un camp. Mais quand les forces kurdes se sont repliées, il s'est passé quelques heures avant que les milices pro-Al-Shara n'arrivent. Et donc il y a eu un vide sécuritaire. Et ça a permis à des prisonniers ou des familles de s'échapper, avec le risque que ces prisonniers soient d'anciens combattants de l'État islamique. Bref, on en a donc quelques-uns dans la nature. Et ensuite, l'État syrien va devoir identifier parmi tous ces prisonniers lesquels sont des djihadistes, lesquels sont des prisonniers de droit commun, etc. En gros, il va falloir faire le tri. Et ça va être un sacré défi pour l'État syrien. Et d'ailleurs, les forces américaines qui restaient en Syrie ont déjà fait des transferts de prisonniers bien identifiés comme étant des combattants de l'État islamique vers l'Irak. Voilà, je ferme la parenthèse des prisonniers. Alors, ce cessez-le-feu, là, signé le 24 janvier, il tient plus ou moins. Mais il reste un problème, c'est que les accords signés sont assez abstraits. Ils prévoient bien l'intégration des institutions kurdes au gouvernement syrien, mais ne précisent pas vraiment les modalités de ce processus. Et c'est en partie ce qui fait que ce n'est jamais appliqué. Alors à la toute fin janvier, un troisième accord est signé après de nouvelles négociations. Il comporte les mêmes dispositions qu'avant, mais il semblerait que les différents protagonistes soient cette fois un peu plus convaincus du contenu. Donc on a toujours un cessez-le-feu, cette fameuse intégration des institutions kurdes, mais a priori avec un peu plus de détails, même si on n'a pas le contenu exact. Il y aurait notamment la création de 3 brigades kurdes au sein de l'armée syrienne, on a toujours des garanties de droits civils pour les Kurdes, et l'armée syrienne est de son côté en train d'être déployée dans la ville de Hasakeh et Kameshli. Voilà, donc ça ce sont les dernières évolutions en date. Alors c'est plutôt positif puisqu'au moins on ne va pas tout de suite vers un conflit ouvert entre les deux factions. Il faut noter que ces négociations ont été parrainées par les Occidentaux, notamment les Américains et les Français, et on imagine qu'ils ont mis une pression sur les Kurdes pour qu'ils acceptent le deal, car de toute façon, ils n'avaient plus beaucoup de cartes en main. Maintenant, il faut que tout ça tienne, et j'ai personnellement une petite réserve sur la création des brigades au sein de l'armée, parce qu'on l'a vu dans d'autres cas de résolution de guerre civile,
Souvent, on crée des brigades ou bataillons composés essentiellement d'anciens rebelles, car ils refusent de se désarmer. Mais du coup, ça facilite la sécession de ces anciens rebelles lorsque des tensions réapparaissent, et donc ça peut entraîner la reprise des combats. Voilà, c'est tout pour les Kurdes en Syrie. Je vous invite à faire un peu de veille sur ce sujet pour voir comment tout ça évolue. En attendant, si la vidéo vous a plu, aidez-moi à la mettre en avant avec un like ou un commentaire. Vous pouvez aussi soutenir mon travail en me faisant un don sur la plateforme Tipeee, et merci à toutes les personnes qui me font déjà des dons. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!